et bienvenue dans mon émission d'auteur à auteur. J'espère que vous allez tous bien et toutes bien. Et aujourd'hui, nous allons plonger un peu dans l'Égypte ancienne avec Sylvie Senanej pour aller explorer les mystères au cœur des enseignements sacrés. Alors l'Égypte, moi, c'est un pays qui m'a toujours passionnée. Et donc, je suis ravie d'accueillir Sylvie, qui est coach professionnel et qui a écrit un livre spécifiquement sur ces enseignements sacrés de manière à les rendre plus abordables pour le plus grand nombre. Bonjour Sylvie. Bonjour Patricia, merci de m'accueillir sur ta belle chaîne et dans cette belle émission. Voilà, pour faire circuler la lumière du Kybalion. Alors voilà, justement, je vais montrer ta couverture, hein. Donc, ton livre s'intitule Le Kybalion et les sept lois cosmiques aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Et c'est vrai que quand j'ai lu ce titre, Le Kybalion, ce nom, eh bien, je n'avais aucune idée de ce que ça pouvait représenter. Alors peut-être qu'on va commencer par ça, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire le Kybalion, d'où ça vient ce terme-là, et le sens déjà, rien qu'autour du mot, si tu veux bien. Mhm. Bien sûr. Alors, le Kybalion, c'est un texte qui regroupe des enseignements qui auraient été en fait proposés par Hermès Trismégiste, donc à l'époque de l'Égypte ancienne. Et ces enseignements ont été utilisés au fil du temps et en particulier par les alchimistes. Et ensuite ont été publiés au début du XXe siècle par des Anglais, puis traduits en français aussi au début du XXe. Ce texte, il est hermétique, c'est le moins qu'on puisse dire, donc ça vient du nom d'Hermès, et donc il est assez difficile à aborder, à déchiffrer quand on prend toutes les maximes qu'il y a à l'intérieur du Kybalion. Et moi, j'ai eu à cœur d'enrichir ce texte de nombreuses explications, de nombreux exercices, et pour le rendre accessible en fait au plus grand nombre et justement permettre à tout le monde, et pas seulement aux initiés et aux alchimistes, mais permettre à tout le monde de faire un travail alchimiste sur soi-même. Puisqu'en fait, les alchimistes, je fais une parenthèse, mais les alchimistes, on dit toujours que bon, ils transformaient le plomb en or, mais en fait, c'est largement une métaphore, puisque le travail de l'alchimie, c'était aussi de transformer ce qui nous plombe en or, et donc c'était un travail d'élévation spirituelle pour vraiment grandir en conscience. Et voilà, ça a été en fait mon intention, ça a été de rendre ces enseignements très anciens, accessibles au plus grand nombre pour pouvoir cheminer sur un chemin de connaissance de soi et d'élévation spirituelle. Voilà. Oui, et c'est vrai que le principe alchimique, finalement, on le retrouve dès qu'on commence à cheminer avec soi, et tu mets un Oui, petit oui. peu en avant justement ce principe qui a été la quête hein, de nombreuses personnes pour essayer de faire du plomb de l'or. Donc ça, c'est le côté, je Oui, dirais, matière, mais oui. on le retrouve aussi côté éther, côté spirituel, côté cheminement. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire finalement, si tu veux bien, même si c'est une aparté, mais je pense que c'est important sur le cheminement Oui. personnel. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi et comment tu comprends ce principe alchimique de transformer son plomb en or? Mhm. Alors, vraiment sur cette partie-là, moi, ce que je vois le plus, c'est le fait d'accepter d'aller voir nos ombres, d'accepter d'aller voir ce qui nous plombe, donc ce qui nous agace, nos blessures, nos peurs, toutes nos croyances, parfois inconscientes, mais qui nous limitent, qui nous empêchent de déployer notre potentiel, qui nous empêchent de faire rayonner notre lumière, c'est-à-dire nos talents. Et voilà, donc l'idée, c'est d'aller farfouiller, faire un voyage intérieur, d'aller farfouiller dans tout cela pour mettre de la lumière dessus. Donc mettre de la lumière, c'est mettre de la conscience, tout simplement. Plus on a conscience, plus on fait des prises de conscience et plus on peut éclairer ce qui auparavant ne l'était pas. Et donc c'est ainsi que pour moi, on fait ce travail d'alchimie intérieure. Alors évidemment, le plus souvent, on se fait aider en coaching, en thérapie, voilà, tout ça, ça se potentialise. Mais le livre, là, en l'occurrence, c'est un livre un peu autoporteur et on peut aussi faire ce cheminement
seule avec ce livre, avec aussi d'autres livres bien sûr, hein, mais en tout cas celui-là c'est sa vocation, et en prenant un petit cahier, voilà, pour prendre des notes, s'auto-observer et cheminer ainsi vers soi-même. Oui, et d'ailleurs, dans ce livre, en fait, tu abordes les 7 lois qui sont des lois universelles. Tu reprends des idées qui viennent du Kybalion et ensuite tu ramènes des choses assez concrètes. Donc ça, je trouvais que c'était chouette. Mmh. Et après, effectivement, il y a toute une partie sur un peu de pratique, des clés pour essayer de transformer ça et d'aller vers cette brillance Ouais, finalement qu'on a peut-être perdue et qu'on aurait envie de retrouver pour pouvoir rayonner dans le monde. oui. Alors, oui, Oui, de rallumer l'étincelle en fait, hein, de rallumer cette étincelle qu'on a au fond de nous et qui, parfois est un petit peu éteinte, voilà, par les événements de la vie ou par, des croyances personnelles, qui font qu'on croit qu'on n'y arrivera jamais, qu'on n'est pas assez ceci, pas assez cela, les syndromes d'imposteur, voilà, le manque de confiance en soi. En fait, tout ça, c'est des saboteurs internes et voilà, mon intention, c'est de permettre à chacun d'aller se reconnecter à ce qu'il fait vibrer, à ce qui l'anime. Et c'est ainsi qu'on peut, ben, voilà, rayonner notre lumière intérieure au service des autres, parce que c'est pas évidemment que pour soi, hein, qu'on fait rayonner cette lumière, mais au service des autres et au service d'une quête qui est parfois plus large, évidemment, plus ambitieuse. Ça peut être la paix dans le monde, ça peut être l'accès à l'éducation pour tous. Enfin voilà, chacun va avoir sa propre quête et comment on peut contribuer chacun par nos talents à se réaliser dans cette quête. oui, et d'ailleurs, je rebondis sur le syndrome de l'imposteur parce que je trouve qu'il y a aujourd'hui beaucoup de personnes qui veulent œuvrer finalement avec leur sens de quête et puis qui se retrouvent bloquées à ce syndrome de l'imposteur. Est-ce que tu veux bien développer un peu plus et pourquoi pas donner quelques idées qui pourraient essayer de dépasser ça? Parce que mine de rien, on a tous une place à prendre Oui, et à avoir. Donc, je oui. serais intéressée de savoir comment toi tu l'abordes, ce syndrome de l'imposteur. Alors, ce qui me vient en élément de réponse là tout de suite, c'est que ce syndrome de l'imposteur, il est lié à la façon dont on a été accueilli sur Terre, à la façon dont on a été désiré, comme voilà, lors de notre conception, à la façon dont on a été soutenu pendant notre enfance, et j'ai envie de prononcer le mot, à la façon dont on a été aimé. Et c'est assez rare finalement les gens qui sont à la fois hyper désirés, hyper chouchoutés, hyper soutenus tout le temps, de façon inconditionnelle. J'ai presque envie de dire que même ça n'existe pas, parce qu'en fait, il y a toujours un petit truc qui fait que, bah, en fait, les parents aiment leurs enfants, mais bon, il y a toujours un truc qui cloche. Donc voilà. Mais en tout cas, ce degré-là, ce degré d'amour, ce degré de soutien, ce degré de désir d'enfant, il va vraiment, je pense, jouer sur le syndrome d'imposteur. Et plus on aura été soutenu, encouragé, choyé, etc., et plus on aura confiance en soi. Et plus on se sentira du coup à notre place pour réaliser certaines choses. Et à l'inverse, donc pour donner une clé là tout de suite, c'est que à l'inverse, quand c'est pas le cas, qu'on n'a pas été un enfant désiré ou bien qu'on a été attendu dans l'autre sexe, c'est-à-dire si on était attendu comme un garçon alors qu'on est une fille et inversement, ou si ensuite on a été abandonné, trahi, je ne sais quoi, eh bien, le chemin, il n'y a qu'un seul chemin, ça va être de se reconnecter à son propre respect de soi-même, donc à l'amour de soi-même. Alors c'est un grand mot comme ça de dire l'amour de soi, mais justement dans mon livre, il y a plein de petites clés comme ça, disséminées un peu dans tous les chapitres sur l'amour de soi, parce que je pense que finalement c'est le fil rouge qui traverse toutes les solutions, on pourrait dire, pour aller vers soi, c'est de s'accepter dans toutes nos dimensions. C'est de se donner le droit de ne pas être parfait, se donner le droit d'être en colère, se donner le droit d'être triste, se donner le droit d'avoir peur. Et donc, plus on s'accepte en fait avec nos manques et nos fragilités, et plus bien en fait on peut se reconnaître dans notre légitimité.
Et, euh, et voilà, la clé pour moi au syndrome d'imposteur, c'est de s'aimer soi-même. Et encore une fois, il y a plein de petits exercices dans le livre. Il y a la lettre qu'on s'écrit à soi-même. Il y a le dialogue avec l'enfant intérieur. Il y a le fait de travailler les différentes parties de soi et de travailler sur notre gouvernement intérieur. Qui sont tous ces petits personnages en nous qui gouvernent finalement? Et qui c'est qui a le pouvoir? Est-ce que c'est toujours notre juge intérieur qui a le pouvoir? Bah, dans ce cas, on est mal barré en fait. Donc voilà, c'est comment on peut redonner du pouvoir à d'autres parties de nous. Et comme ça, lentement, mais sûrement, on peut sortir du syndrome d'imposteur. Voilà ma réponse. Oui, bah, c'est super parce que c'est vrai que c'est un grand axe de cheminement, hein, l'amour de soi. Et d'ailleurs, dans la loi de la vibration, puisque on parcourt différentes lois, mais dans la loi de vibration, je trouvais intéressant l'idée de comment recharger la batterie de son cœur. Ouais, ouais. Alors, comment Est-ce que tu recharger la veux juste batterie de son cœur? partager un Ouais. petit peu? Oui, oui. Ouais. Oui, puisque donc on a plusieurs batteries. On a la batterie de la tête, le mental, la batterie du corps, la batterie du cœur avec les émotions et la batterie de l'âme. C'est qu'en tout cas, dans nos 4 dimensions, tête, cœur, corps, âme. Et donc, sur la batterie du cœur, bah, en fait, c'est comment est-ce qu'on va se nourrir de relations qui soient pas toxiques et donc de relations qui soient nourrissantes. Et pour cela, c'est déjà important de prendre conscience de ce qui est toxique pour nous. Parce que finalement, c'est bien joli de dire ça, mais comment savoir si une relation est nourrissante? Bah voilà, est-ce qu'elle nous met en joie? Est-ce qu'elle nous fait plaisir? Ou est-ce qu'au contraire, c'est de l'ordre du devoir? Est-ce qu'on voit des gens par devoir? Est-ce qu'on fait des dîners par devoir? Etc. Donc ça, c'est déjà une bonne façon de commencer, c'est de faire le point. Parce qu'on ne peut pas changer quelque chose tant qu'on ne l'a pas conscientisé. Et ensuite, bah, se nourrir de relations nourrissantes, c'est une des façons de nourrir notre batterie du cœur. Après, il y en a d'autres, bien sûr, mais qui vont aussi nourrir les autres batteries, hein, comme par exemple danser, chanter, se faire plaisir au sens d'être vraiment sur tout ce qui est autour de la musique. C'est quelque chose qui aussi nous élève en fait, hein, et nous met dans des vibrations positives. Et puis, le troisième point, j'ai envie de dire, c'est la gratitude. Dès lors qu'on se met dans la gratitude, dès lors qu'on se pose pour se dire, OK, mais merci, merci pour tout ce que j'ai reçu, merci pour tout ce que j'ai et pour tout ce que je suis. Et si on le fait chaque jour, ben voilà, on renforce notre batterie du cœur. Oui, et ça, c'est vrai que c'est dans cette partie où tu abordes tout ce qui est de l'ordre de la vibration et tu ramènes, l'idée que l'intentionnalité est importante pour générer une vibration. Alors comment, fonctionne finalement pour toi le fait, d'émettre une intention qui va générer une vibration? Comment créer une intention? C'est ça ta question, hein? Comment créer une Bah, en intention? fait, créer une intention, mais surtout comment, le processus qui se met en place quand tu as créé une intention et qui va générer OK, une une vibration, une vibration. résonance. OK. Oui. Alors, j'ai presque envie de commencer par l'exemple inverse qui est, par exemple, on rentre, je sais pas, dans une assemblée de gens, on est là, il y a un groupe de gens, on va parmi eux, et puis on trouve que l'ambiance est, au bout de quelques instants, on trouve que l'ambiance n'est pas finalement sympa, etc. Mais parfois, ça peut être nous qui avons généré ça, en fait. Ça peut être parce que finalement, on est rentré dans cette assemblée de gens, ça peut être des amis, des relations professionnelles, avec une intention pas très pure, entre guillemets. Par exemple, l'intention je sais pas moi, d'avoir un petit règlement de compte avec quelqu'un dans l'assemblée, avec qui ça s'est pas bien passé la fois d'avant, ou bien, voilà, quelque chose qui nous met dans une vibration finalement un peu négative. Et donc après, j'ai envie de dire, il faut pas s'étonner si avec cette intention qui finalement n'est pas très pure, bah, du coup, on génère des ondes un peu négatives et si du coup, il n'y a pas une très bonne ambiance. Donc je le prends exprès de cette façon-là pour montrer qu'ensuite on a la responsabilité de changer notre intention. En tout cas, d'assumer notre intention. Et donc, avant une rencontre, avant une réunion, avant voilà, ce genre de choses, on peut se demander avec quelle intention j'y vais. Voilà, c'est quoi mon intention?
Est-ce qu'elle est pure? Est-ce que c'est dans la bonté, dans la générosité, ou est-ce qu'au contraire, eh bien, il y a de la colère en moi pour telle raison, et c'est ok. On peut aussi se dire c'est ok. De toute façon, je peux pas faire autrement. Je suis en colère et j'ai envie et c'est juste, et du coup, je vais poser mes limites, et etc. Bon, ok. Mais du coup, il faut pas s'étonner ensuite. Donc moi, je dis juste que chacun doit reprendre la responsabilité de son intention, en fait, et de sa vibration. Donc, Et donc de sa vibration. Et c'est vrai qu'il y a plein d'exercices très concrets, des idées, moi que je trouve aussi qui sont porteuses de bon sens finalement. En lisant ton livre, je me disais bah oui, mais ça c'est ouais, bien sûr, mais oui, bien sûr, tu sais, des choses comme ça. Donc et vraiment facilitante. Finalement, on oublie presque les idées premières portées par le Kybalion pour aller dans oui, des choses oui. très concrètes. C'est vraiment l'essentiel du livre. Il s'appuie sur le Kybalion, mais l'essentiel du livre, il est extrêmement pédagogique, avec une cinquantaine de clés de transformation disséminées sur chacune des lois. Donc, il y a entre 7 et 9 clés par loi. Et c'est vraiment des exercices très concrets pour se transformer. Donc, ça, c'est pas dans le Kybalion d'origine, hein, bien sûr. Voilà, c'est Mm. ma pratique de coach, et qui m'a permis aussi de proposer un certain nombre d'exercices aux lecteurs. Et c'est ça qui permet le cheminement concret. Voilà, très concret. Mmh. Très concret, oui. Et alors justement, à un moment dans la loi de la polarité, il y a des idées qu'on entend hein, très souvent qui dit tout est une question de point de vue. Et j'ai Oui, beaucoup aimé la parabole de l'éléphant et de l'aveugle ou des aveugles plus exactement. oui, Est-ce que tu aurais envie de partager cette parabole? oui, c'est une parabole qui est assez connue, je pense, mais on pourrait aussi prendre d'autres exemples que l'éléphant. Donc, en l'occurrence, là, ce sont 6 aveugles qui sont autour d'un éléphant, et on leur demande de toucher en fait l'éléphant. Donc, on leur dit pas que c'est un éléphant, hein. On leur demande de toucher ce qu'ils ont devant eux, et de dire ce que c'est. Et donc, bah, en fonction de l'endroit du corps de l'éléphant qu'ils touchent, forcément, ils disent chacun quelque chose de différent. Donc, il y en a un qui touche la trompe de l'éléphant, et qui dit que c'est un tronc d'arbre, l'autre qui touche la patte. Enfin voilà, donc chacun a sa vision parcellaire des choses. Et on est tous un petit peu des aveugles dans notre réalité quotidienne. On a des façons très parcellaires de voir les choses. Sur un même pardon, événement, eh bien, on peut avoir des points de vue justement tellement différents, parce qu'on va aller voir d'un côté et pas de l'autre. Et donc, moi, j'aime bien proposer aux gens de dézoomer, en fait. C'est-à-dire de faire le tour de l'éléphant, de faire le tour de l'événement, et puis de le voir sous différents angles pour enrichir leur perception. Et est-ce que c'est pas justement un des problèmes actuels d'être figé sur une idée qu'on peut avoir et de finalement pas essayer d'être curieux ou curieuse du monde de l'autre? Est-ce que Mm. c'est pas une des problématiques actuelles qui nous emmène à vivre ce qu'on est en train de vivre en ce moment Ouais, sur le plan de l'humanité? alors je ne sais pas si c'est que actuel, ou si ça fait partie de l'histoire humaine et des caractéristiques de notre dualité. On est dans la dualité, hein. En tout cas, oui, les choses se sont exacerbées depuis la crise Covid. Et je pense que ce qu'on a vécu avec les antagonismes qui ont été créés en partie par les médias, mais sur les pros, les antis, tous les sujets font partie. Enfin, maintenant, dès qu'il y a un sujet, tout de suite, il y a des pros, des antis, des complotistes. Enfin, on peut plus discuter avec des gens sans avoir des étiquettes. Et effectivement, ben, c'est un peu exacerbé. Mais peut-être que l'époque veut ça pour que ça soit tellement gros, cette exacerbation, que du coup, ça donne envie aux gens d'aspirer à l'unité et à un chemin plus apaisé. Moi, en tout cas, c'est l'espoir que j'ai, c'est que cette exacerbation des polarités donne envie de revenir dans le centre, et donne envie de revenir vers quelque chose de plus, ouais, de la troisième voie, en fait. La voie du milieu, La voie du la milieu. voie du juste, hein, la voie du juste milieu. Mm. Et en sachant qu'effectivement, toutes les situations qu'on Excusez-moi, peut j'enchaîne. rencontrer,
Il y a pas de souci. Les situations qu'on peut, rencontrer, nous amènent parfois à vivre des paradoxes et une idée que j'ai beaucoup aimée, entre autres, c'est, quand tu dis, en fait, les paradoxes peuvent être réconciliés. Ouais, exactement. On peut réconcilier les paradoxes, c'est magnifique. En fait, en prenant de la hauteur, en prenant du recul, en examinant les situations sous des angles variés et riches, eh bien, on enrichit nos perceptions et on réconcilie les paradoxes. Alors, dans ton livre, aussi, il y a la loi du rythme Mmh. et j'avais envie de voilà, d'aller explorer un petit peu cette loi du rythme parce qu'aujourd'hui, on comprend que déjà, il y a plusieurs, temporalités. Il y a des temporalités, différentes, on peut passer un moment de 10 minutes avec quelqu'un ou dans un groupe, puis ça paraît une éternité et l'inverse, on a l'impression on a passé 2 heures, on était super bien et on a l'impression que ça faisait que 10 minutes. Et cette idée de temporalité, elle n'est pas récente, elle existe déjà depuis longtemps. Bien sûr, alors la loi du rythme, c'est vraiment la loi qui est, j'ai envie de dire, la plus évidente, sans doute, qui nous concerne tous parce qu'en fait, elle parle du temps et donc le temps, on va dire un petit peu sous toutes ses facettes. Le temps, qui passe, hein, que tu évoques, qui passe plus ou moins vite, les perceptions plus ou moins subjectives. Elle parle aussi, bah, voilà, de la relation qu'on a, au temps, au passé, au présent, au futur. Elle parle de temps cyclique. On est aussi concerné par tous ces cycles dans nos vies. Et puis elle parle, du temps opportun. Le fameux temps opportun, c'est-à-dire la capacité qu'on peut avoir parfois, de trouver le bon moment pour faire quelque chose. Donc, on est, j'ai envie de dire, c'est des notions qui sont évidemment très connues dans notre quotidien. N'empêche que c'est pas pour ça qu'on est à l'aise, hein, et c'est pas pour ça qu'on n'a pas soi-même des, comment dire, des choses à régler avec le temps. Parce que c'est quand même très fréquent pour tout le monde, hein, de quitter le moment présent. Enfin, je veux dire, c'est de dire ça, c'est presque la palissade, mais c'est très fréquent d'être soit dans les regrets du passé, soit dans l'anticipation de l'avenir, et du coup de ne pas être dans le présent. Donc, je trouve que il y a eu aussi beaucoup de choses qui ont été dites, qui ont été écrites sur le pouvoir du moment présent, n'est-ce pas? Donc, ça aussi, c'est pas nouveau, mais ça fait partie des enseignements de sagesse du Kybalion et d'arriver à accepter toutes ces dimensions du temps pour être en paix, en fait. C'est ça le sujet, c'est comment être en paix. Oui, en paix et finalement, heu, je vois dans mon expérience d'être capable d'être entre guillemets, hein, parce que soumis, mais au temps chronologique du jour et de la nuit, parce qu'on a Oui, des ouais. agendas, on a et en même temps être capable d'être dans ce temps circulaire, où on est pleinement ce qu'on est et où finalement la chronologie du temps n'a plus d'importance. Mais c'est un cheminement et comme tu le dis aussi, très bien dans ton livre, hein, ce cheminement avec des idées, des exercices et tu ramènes là l'idée de choisir de savoir quand c'est le bon moment pour faire quelque chose. Est-ce que tu aurais des petits trucs et des astuces pour repérer quand c'est le bon moment pour faire Oui, quelque chose? oui, bah, l'astuce, c'est d'être, déjà présent à soi-même, d'être pleinement présent à soi-même et ça passe par la dimension du corps et du cœur. C'est-à-dire que si on n'est que dans la tête, on peut passer à côté de plein de trucs. Et donc, dès l'instant où on écoute son corps, on écoute ses sensations corporelles, est-ce que il y a un malaise ou est-ce qu'au contraire, on sent que c'est quelque chose qui nous met en joie? Voilà, d'être déjà dans cet état de présence à soi, ça va nous permettre ensuite d'être plus ouverts à ce qui se passe, à ce qui arrive, d'être plus attentifs aussi aux synchronicités, donc que la vie nous envoie parce que si on est attentif à tout ce qui nous entoure, ben, en fait, il y a plein de messages qui nous passent devant et voilà, d'être attentif aussi aux autres, à comment sont les autres. Parfois, je ne sais pas si je prends l'exemple d'une réunion professionnelle, si on n'est pas du tout attentif à ce qui se passe, on peut dire quelque chose qui ne va pas du tout être entendu parce qu'en fait, on n'a pas pris le temps d'aller déminer un problème ou d'aller peut-être demander comment les gens se sentent dans la réunion, par exemple, hein. Donc voilà, c'est de la présence à soi qui passe par le corps et la présence à l'autre et la présence
à ce que la vie nous envoie, avec la vie avec un grand V. Mmh. Oui, et ce que je trouvais aussi intéressant dans ton livre, là, on balaye hein, vraiment Oui, 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 les oui. idées parce que Ouais. c'est vraiment hyper riche. Tu amènes aussi à chaque fois un petit paragraphe en disant si on tient pas compte de cette loi ou si on la comprend pas bien, voilà de ton point de vue ce qui peut se figer. Alors, un exemple, si, enfin, si tu veux bien partager, si on prend la loi de la pensée créatrice, hein, avec cette idée que la pensée crée, que les émotions créent une forme de réalité, si Oui. on n'arrive pas à intégrer ça ou à comprendre ça dans sa vie, ça peut entraîner quoi comme fixité? Oui, alors j'aime bien, je rebondis juste sur ce que tu racontes, en fait, sur les risques. Effectivement, j'aime bien montrer que ces lois, en fait, c'est des lois cosmiques parce que c'est les lois qui font régner l'ordre dans nos vies. L'ordre au sens de l'harmonie. Donc, être en harmonie, ben, en fait, c'est fluide. Donc, dès lors qu'on passe outre les lois cosmiques, on remet un petit peu de désordre, de disharmonie, et du coup, ben, il ne faut pas s'étonner à ce qu'il y ait en fait effectivement des choses qui se passent plus mal. Alors, pour prendre l'exemple de la loi de la pensée créatrice, euh, bah, en fait, si on reste figé sur des croyances sans les remettre en question et sans chercher finalement à leur désobéir, eh ben, en fait, on va toujours construire les mêmes choses dans notre vie, en fait. Hein. On va vraiment avoir peut-être se sentir victime de ce qui nous arrive et puis du coup se dire ah bah oui c'est normal. On va avoir une croyance limitante, un préjugé par exemple, hein. Un préjugé sur quelque chose, sur quelqu'un, sur un lieu de vie, sur son chef, sur plein de choses. Donc voilà, on peut avoir en fait des croyances qui vont faire que du coup les choses se répètent et des choses qui sont pas agréables. Donc la loi de la pensée créatrice, elle nous invite à remettre en cause nos croyances, au sens nos convictions profondes en fait. Oui, et c'est sûr qu'il y a les croyances qui nous soutiennent, mais il y a celles qui nous limitent. C'est ça. Et on a bien évidemment envie, voilà, enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, et j'imagine que vous aussi, qui écoutez, voilà, ma chaîne, et mon émission et que vous qui lisez, voilà, toutes ces approches, finalement, avoir envie d'être dans une forme de liberté, et de rayonnement, ce qu'on retrouvait, au début, hein. Mmh. Alors, je réaffiche la couverture hein, du livre de Sylvie, le Kybalion et les sept lois cosmiques au sens universel, avec l'idée d'expérimenter au quotidien les sagesses de l'Égypte ancienne. Et on arrive déjà à la fin de notre émission, Sylvie. Et le temps est passé vite. Voilà, exactement. Ces moments un peu hors du temps. Ouais. Alors, est-ce que tu aurais envie de, voilà, de partager un message de fin, d'espoir, de ce que tu as envie de dire aux auditeurs, aux auditrices qui écouteront cette émission? Alors j'ai envie de leur dire d'être dans leur cœur. Ça veut dire de se connecter à cette partie d'eux voilà, qui est connectée à leur âme aussi et qui va leur permettre d'entendre des messages cachés, de ne pas prendre forcément la réalité brute comme ça, comme elle se passe, mais de vraiment toujours se demander qu'est-ce qui est caché, qui est bon pour moi derrière en fait. Quel est le trésor caché? Il y a toujours des trésors cachés. Même derrière la colère, il y a des trésors cachés. Voilà, donc c'est d'être à l'écoute de son cœur. Voilà, mon petit message. En tout cas, c'est un beau message et Sylvie, je te remercie vraiment Ouais, merci. beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Et puis, ben, au plaisir, une bonne continuation. Et vous, chers auditeurs et auditrices, profitez bien ben, de ces beaux messages. Et puis, je vous invite encore une fois à vraiment découvrir le livre sur le Kybalion. Très riche, très intéressant, très pratico-pratique. Je vous souhaite une belle fin de journée ou une belle soirée au moment où vous écouterez cette émission et on se dit à la prochaine fois. Merci Patricia.